La question reste récurrente. Charles-Alexandre Sanga, tout à l'heure, je vous ai posé la question, est-ce que c'est une crise, vraiment une crise financière, comme on peut la comprendre, ou c'est une stratégie, comme vous l'avez développée au début, de Denis Sassou Nguesso d'assécher d'abord les caisses, après commencer à créer des événements tragiques, tout ça pour en fait jouer sur le mental des Congolais, le mental des opposants, afin de les attirer vers un dialogue. Christian Perrin, ça ne peut pas être une crise économique. Parce que le Congo est un pays hyper riche. Si les hommes politiques ou les dirigeants congolais avaient la volonté de développer le Congo aujourd'hui serait plus que Dubaï, peut-être même au niveau du Maroc. Ce n'est pas une crise économique naturelle, c'est une crise volontairement créée par le système de M. Sassou. Pourquoi? Je dis bien pour soumettre tout le monde, et les populations et les opposants. Je pense qu'il faille faire appel à la France, parce que pour changer la Constitution, M. Sassou a eu besoin de François Hollande. Mais aujourd'hui, pour qu'il nous laisse respirer, peut-être qu'on peut encore avoir besoin de la France. Il faut que la France lui demande de lâcher le Congo, de laisser respirer le pays. Parce que ça fait 50 ans qu'il est là, il a tout détruit. Mais Charles-Alexandre Songa, quand vous parlez de la France, généralement, il y a une question récurrente où les gens disent, bah, écoutez, qu'est-ce que la France a à faire là dans vos affaires intérieures du Congo? La France, jusqu'à preuve de contraire, reste le parrain du Congo. C'est la France qui a ramené Monsieur Sassou au pouvoir. Bonjour et bienvenue dans Droit de savoir, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7 et merci de votre fidélité. J'ai le plaisir de vous retrouver en compagnie de Charles-Alexandre Nsanga, opposant politique congolais résident en France. Merci donc de nous encourager en partageant cette interview. Après avoir bien sûr cliqué sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo pour nous dire que vous avez apprécié l'émission. Dites-nous également en commentaire à la fin de cette émission ce que vous en pensez. Cela nous permet évidemment de maintenir le niveau d'exigence de nos programmes, de nos émissions. Charles-Alexandre Zanga, bonjour. Bonjour Christian Perrin. Merci d'être avec nous sur R7. Grève dans l'enseignement, grève dans la santé, plusieurs dizaines de mois d'arriérés impayés de salaires, de bourses, de pensions, pénurie récurrente, de carburant, pas d'eau potable, pas d'électricité stable. Dans les grandes agglomérations du pays, les Congolais cohabitent désormais avec les immondices. Brazzaville et Pointe-Noire ressemblent à des décharges à ciel ouvert. La situation économique et sociale du pays s'est fortement dégradée. L'illustration parfaite de l'échec cuisant de la gestion des affaires de l'État par le régime Sassou Nguesso au pouvoir depuis 41 ans. Une mauvaise gestion caractérisée par, tout le monde le sait, le vol, les détournements massifs en série de deniers publics et de corruption généralisée, érigée d'ailleurs en mode de gouvernance. Mais face à cette crise multidimensionnelle profonde, le gouvernement Anatole Koulineba-Kosso continue plutôt de jouer à la politique de l'Autriche. Son regard est tourné ailleurs, vers les élections 2026. Y a-t-il véritablement crise économique et financière au Congo-Brazzaville? En tout cas, tout le monde se pose désormais cette question. Mais avant, je vais vous proposer un extrait d'une interview qu'accordait l'ancien Premier ministre, bien sûr, André Kilongo, sur la gestion chaotique de l'État, PCT. Nous étions là encore dans les années 90. Suivez. Il y a des causes endogènes, des causes qui ressortent uniquement au Congo, à la façon de travail des Congolais.
Ces causes sont d'abord, je crois, des causes administratives. Les causes administratives en ce sens que l'administration ne fonctionne pas normalement comme elle fonctionnait autrefois aux premières années de notre indépendance. Voyez-vous. Je prends quelques exemples. La discipline dans l'exécution du budget, par exemple. Nous avions à l'époque un budget qui faisait à peine 10 milliards de francs CFA. 10 milliards. Du temps où vous étiez trésorier Oui, payeur oui. général en 64. Ce n'est pas le premier budget que j'ai exécuté. Le premier était nettement inférieur à ça. Mais parmi les derniers que j'ai exécutés, c'était autour de 12 milliards. Mais celui dont je parle, en 64, 65, était de 10 milliards. Avec un budget de 10 milliards, nous avons pu construire ce que vous voyez là, ce qu'on appelle le stade de la Révolution. Le stade que vous voyez et les voies d'accès. Le stade de la Révolution a été construit sans apport extérieur. Pas un sou emprunté à l'extérieur. Je dis bien pas un sou. Le budget faisait 10 milliards. Nous avons pu enlever aux 10 milliards 1 milliard pour faire le stade de la Révolution. Et nous n'avions pas de difficultés budgétaires. Les salaires étaient payés régulièrement. Nous n'avions pas de dettes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc avec un budget de 10 milliards. Maintenant, nous avons des budgets beaucoup plus importants. Pendant la période de boom pétrolier, on est arrivé, et je répète parce qu'il y a des gens qui ont contesté ça, les budgets ont atteint entre 400 et 500 milliards de francs CFA, je confirme. Si on additionne les recettes pétrolières, les recettes non pétrolières et les tirages sur l'emprunt, le montant affrôle bien les 500 milliards pendant certaines années. Je dis ça. Et pendant qu'on a eu ces montants, nous n'avons pas pu réaliser les moindres choses. Comme je disais à la conférence, nous ne pouvions même pas acheter des tables bancs pour nos enfants. C'est extrêmement grave. Donc, les causes, c'est d'abord une négligence dans l'exécution du budget. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, il y a eu beaucoup de centres de sortie des dépenses. Et il n'y avait pas de contrôle. Autrefois, les dépenses se faisaient sur mandat. Eh bien, pendant la période pétrolière, les mandats avaient disparu, ou bien c'était devenu exceptionnel. Les dépenses se faisaient sur bout de papier, enfin, bout de papier, que l'on présente soit au trésor, soit à la caisse pour être payé. Cela n'est pas admissible. Alors, Charles-Alexandre Nsonga, les dépenses de l'État se faisaient sur mandat, a rappelé donc l'ancien Premier ministre André Milongo, mais depuis que Sassou est arrivé au pouvoir, ces mandats ont disparu. On voit bien comment l'argent circule dans l'Inguérie. Les dépenses se font par simple instruction. Les hauts fonctionnaires de l'État sont payés à la main, avec des grosses sommes, bien entendu, sans émarger, 20 millions, 25 millions, 30 millions. Et qu'un matin, on vient vous dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Croyez-vous à cette crise financière au Congo-Brazzaville? Christian Perrin, euh, le problème de notre pays, c'est l'absence cruelle de volonté politique. Pourtant, nous voyons bien que le pays est en train de couler. Tout le monde le voit, mais rien ne change. Personne ne s'en émeut, personne ne s'en soucie. Mais le pays est en train de s'enfoncer. J'ai un qui m'a répondu tout à l'heure, euh, pourquoi vous souhaitez qu'il y ait une guerre? J'ai simplement répondu que la guerre, c'est pas simplement le crépitement des armes ou encore le bruit des bombes, mais le Congo est déjà pratiquement en situation de guerre. Mais les gens ne voient pas ce qui se passe en pleine ville, ce qui se passe surtout dans les grandes villes. Tu sais, la semaine dernière, j'ai pensé, je me suis dit, je vais faire une annonce, je vais faire appel à la communauté internationale pour demander à ce que les colis alimentaires soient largués euh, dans les grandes villes, Pointe-Noire, Brazzaville et Dolisie. Alors, j'ai pensé à cette idée, je me suis dit, on va laisser d'abord le temps à M. Sassou de se décider. Oui, mais qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a fait penser à cela? Mais parce que la crise est énorme.
La crise est énorme. La crise est énorme. C'est quand tu as la population qui ne mange pas, et je reçois par jour minimum 10 coups de fil des gens qui me demandent de l'argent, des gens du pays, des amis, des parents, mais quand les populations ne mangent pas, quand ils ne se soignent plus, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont rien, rien, rien. L'insécurité qui règne dans le pays, et parfois ils sont obligés de se terrer chez eux, ils ne bougent pas. C'est déjà une situation de guerre, Christian Perrin. C'est une situation de guerre. Mais tout ça, c'est fait exprès. Ils savent ce qu'ils ont créé. Le Pardon, problème du Alexandre, Congo, oui, Charles-Alexandre Songa, vous dites tout ça c'est fait exprès. Ils savent ce qu'ils ont créé. Alors vous êtes en train de dire que finalement la crise actuelle est une création du régime en place, c'est ça. la crise actuelle est une création des hommes du pouvoir. Parce que, à supposer qu'on te donne une épicerie à gérer, mais l'épicerie, tu sais bien qu'il faut qu'il y ait du stock. Mais quand tu consommes déjà le bénéfice, tu as fini par consommer le bénéfice, tu entames le capital. Qu'est-ce qui va rester dans l'épicerie? Ben, rien du tout. Donc, c'est une volonté politique de détruire le pays. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Une Il n'y a plus volonté rien dans le pays. politique de détruire le pays pour quel but concrètement? Alors, M. Sassou, c'est quelqu'un qui est habitué à inventer des crises. Et quand il y a des crises énormes dans le pays, il ne reconnaît jamais qu'il y a une crise. L'histoire du pool, il y avait une crise dans le pool. On tuait du monde dans le pool. Mais il a reçu un Français et il lui a dit carrément qu'il n'y avait aucune crise, que le pool, tout se passait bien dans cette région, alors qu'il n'y avait plus personne dans les villages. Et Et d'ailleurs, cette, pardon, Charles-Alexandre Sanga, pendant que vous évoquez cela, c'est toujours bien évidemment d'interroger l'histoire pour mieux appréhender une situation. Nous allons donc proposer à nos téléspectateurs cette interview qu'avait accordée évidemment Denis Sassou Nguesso à France 24 lorsqu'on lui posait la question sur la situation du Poula. Suivez ce qu'il avait dit. Il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le pôle. Monsieur Binsamo, qui s'est rendu coupable d'exactions graves sur les populations civiles, à Brazzaville comme à l'intérieur du pôle, et qui a détruit quand même de nombreux édifices publics et privés, et qui s'est retranché dans une partie du pôle pour échapper à la justice, et qui a pris, je dois le dire, en otage des populations civiles dans le pôle pour en faire des boucliers humains. Alors, Binsamo et ses milices ne sont que des bandits qui sont recherchés par la justice. Est-ce que vous êtes prêt à négocier avec lui? Négocier avec les terroristes, non. Que dites-vous à propos des critiques sur les exactions des forces de sécurité? On a vu un rapport récent du département d'État américain qui parle d'assassinats, de torture, dans le pool notamment, en raison de ces opérations. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes conscient, que vous comptez empêcher, punir? Bon, je ne peux pas empêcher quelque chose qui n'existe pas. voilà. Voilà, alors donc pour Denis Sassou Nguesso, il n'y avait pas crise.
À Lutete, dans la région de la Bwenza, dans le sud du Congo-Brazzaville, plus de 6000 déplacés du pôle vivent dans des conditions de vie précaires. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, a entamé ce samedi une opération de distribution de vivres à l'appel des autorités. Un léger soulagement qui n'enlève rien au désir des populations de retourner dans leur localité d'origine. Elle invite ainsi les autorités à créer les conditions d'un retour effectif. Je ne fais absolument rien ici à l'UTT. Moi, quand j'étais à Lombo, j'ai fait un grand pisciculteur, j'ai un grand éleveur, j'ai un grand scieur, j'ai fait scier de la planche là-bas. Mais arrivé ici, et le matériel que j'avais a été pillé par la force publique. Ils ont brûlé ma maison, ils ont détruit. Et arrivé ici, ça ne m'arrange pas. Ici, dans le village de Kimwanda, la plupart des déplacés sont arrivés en juin dernier, ce qui prouve que la crise du poule qui a débuté en avril 2016 a eu des conséquences jusqu'à maintenant. Jusqu'ici, le déplacement s'est produit en juin. Donc en juin et en juillet, c'est la solidarité qui a joué entre la population locale envers les populations déplacées. Nous avons apporté un stock de riz et d'huile pour pouvoir permettre à soulager, de soulager cette population déplacée. On estime à 81 000 le nombre de personnes ayant fui leur village depuis le début des violences dans le Poul. Pour l'ambassadeur américain au Congo, c'est un geste salutaire que son pays apporte à ces populations démunies. Nous avons répondu et je suis vraiment très fier de mon pays maintenant que nous pouvons aider un ami dans une situation difficile. Et nous allons également suivre Joe Washington Ebina qui avait réagi, je crois, un mois après, c'était en juillet 2017. Voici ce qu'il disait. Vous savez, nous n'avons pas la même lecture que le président de la République. Le président de la République donne un message élogieux de la situation nationale. Nous sommes en relation avec une réalité qui est totalement autre. Je ne comprends pas pourquoi le président a cette lecture dans la mesure où il y a très peu de temps où les éléments de la force publique décédés ont eu des funérailles au niveau de Brazzaville. S'il n'y a pas de crise, pourquoi donc avoir fait les obsèques des officiers et des hommes de rang de la République? C'est incompréhensible. S'il n'y a pas de crise, comment est-ce possible que toute cette région, il n'y a pas de scolarité? Pourquoi donc les populations quittent la zone du tout pour venir dans Brazzaville? Vous savez, il y a trop d'exemples pour dire que le président fait une autre lecture que nous ne comprenons pas jusqu'à présent. Voilà, alors, donc là, on peut bien apprécier la nature, finalement, de Denis Sassou Nguesso. Vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, c'est lui-même qui crée les conditions de crise, aussi bien financières, économiques que militaires, j'allais dire. Il crée les conditions de violence pour probablement apeurer ses adversaires, c'est ça, et les attirer, les contraindre à un dialogue à la Sassou et à une transition à la Sassou. C'est ça. Tu sais, un dictateur, Christian Perrin, quand il veut soumettre le peuple, il faut l'affamer. Tu affames le peuple devient inoffensif, le peuple ne peut plus bouger, le peuple est à tes pieds. Même les opposants sont à tes pieds. La crise financière, Sassou l'a créée avec ses parents. Il savait que en s'entourant des parents, des enfants, des oncles et des neveux, ça laisse passer comme ça. Ça laisse passer comme ça. On lui a posé la question dernièrement, au même moment que Clément Mwamba. On lui a dit où se trouvent les 14 000 milliards gardés pour les générations futures. Tu connais bien la réponse. Il a répondu, ben, l'argent des générations futures a été réservé pour les générations futures. Donc, il est là. C'est Pour toujours lui, bien, pardon, vous était allez là. vraiment me pardonner, Charles-Alexandre Sanga. J'aime bien illustrer certains propos et d'autant plus que nous avons des éléments. On va proposer donc la réponse de Denis Sassou Nguesso à la question de savoir où est l'argent des générations futures. C'est quand même 14 000 milliards de francs CFA, l'équivalent de 26 milliards de dollars. Écoutez sa réponse.
Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Alors, c'est pour les générations futures. Et aujourd'hui, il y a la crise. Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est pour les générations futures, on peut donc rapatrier cet argent? Mais l'argent des générations futures avait été gardé sur un compte séquestre. Donc, l'argent n'avait pas, on n'avait pas le droit d'amener cet argent ailleurs. Et comment ils ont fait pour sortir les 14 000 milliards? Cet argent peut servir aujourd'hui, au lieu de continuer à garder cet argent pour les générations futures, qu'on prenne cet argent pour essayer de renflouer les caisses de l'État et puis régler ce qu'il y a comme problème. Et n'oublie pas, Christian Perrin, 14 000 milliards, c'est un budget de 6 ans. Mais tu sais ce qu'on pouvait faire avec cet argent? Développer le pays, diversifier l'économie du pays. En 2024, tu sais combien ils ont accordé au ministère de la diversification de l'économie? 1,205 milliard. Diversifier un pays avec 1,205 milliard. Pendant ce temps, une gamine de 25 ans se permet de prêter au-delà de cette somme. 1,5 milliard, vous faites allusion à la fille de Jean-Dominique Okemba. Bien, alors, mais le budget de la diversification, c'est 1,205 milliard. Mais la fille donne 1,5 milliard à un copain. C'est pour vous dire qu'ils n'avaient vraiment pas la volonté de diversifier le pays. Et d'ailleurs, il y a une question qui s'impose. Où a-t-elle pu trouver le 1,5 milliard à prêter? Et lorsqu'on prête 1,5 milliard, la logique voudrait qu'on ait probablement 10 fois que ce que l'on prête. Absolument. Absolument. Si une gamine de 25 ans se permet de se promener, d'aller en boîte de nuit avec son copain avec 1,5 milliard en euros, c'est pas grand-chose. Hein. C'est que à la maison, il pourrait y en avoir des cartons. Alors donc, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que finalement, la crise a été créée. C'est une fausse crise et que c'est un modus operandi de Denis Sassou Nguesso, finalement, de créer les crises pour contraindre ses adversaires politiques dans la logique des dialogues, nous l'avons dit tout à l'heure, ou d'une transition, parce que finalement, ils ont peur, ils se disent, ben voilà, il y a un spectre de violence qui se présente. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être dialoguer ou aller vers une transition. Mais on sait bien comment ça se passe généralement. C'est des transitions, c'est des dialogues, et cela permet donc à Denis Sassou Nguesso de se maintenir. Et là, nous avons déjà quelques propositions. C'est l'ancien ministre des Finances, Mathias Nzon, que vous avez certainement suivi, qui fait donc la proposition de sortie de crise, bien sûr, en passant par le dialogue inclusif, a-t-il dit, le dialogue politique, bien sûr, suivi d'une transition non conflictuelle et apaisée. Votre premier commentaire? Ce que j'ai apprécié chez le ministre Mathias Nzon, ce sont ces quelques propositions égrenées dans la foulée sur l'économie et les finances du pays. Ces propositions, on pourra même les garder pour la transition ou peut-être même pour la suite de ce que nous attendons. Mais le dialogue, il ne nous dit pas clairement si M. Sassou fera partie de ce dialogue. Si c'est M. Sassou qui nous concède ce dialogue, c'est que c'est lui
qui va le diriger. C'est M. Sassou qui va diriger ce dialogue. Mais ça, c'est ce que nous ne voulons pas. M. Mathias Nzon, M. Mathias Nzon ne nous a pas donné des détails sur le dialogue. Et il a parlé d'un dialogue de 5 jours. En 5 jours, on ne peut pas régler tous les problèmes qu'il y a au Congo. Ce n'est pas possible. Un dialogue de 5 jours, c'est une façon de reconduire M. Sassou au pouvoir. Qu'il nous précise, je veux bien, le programme économique et financier, nous l'acceptons, il est vraiment valable pour tout le monde. Mais qu'il nous dise avec qui se tiendra ce dialogue et dans quel cadre. Qui est-ce qui va fixer le cadre de ce dialogue? Est-ce que M. Sassou acceptera de se mettre à l'écart pour que les Congolais tiennent leur conférence ou dialogue, appelez-le comme vous voulez, ou M. Sassou va participer à ce dialogue? Mais ça, c'est ce que moi, personnellement, ou encore moi et mon équipe, on ne le souhaite pas. S'il y a dialogue, M. Sassou doit être hors du dialogue. M. Sassou doit céder le pouvoir et laisser les Congolais s'entendre en vue d'une transition. Alors, si Mais maintenant, Christian Perrin, je vous en prie, il faut trouver le cadre du dialogue. Je pense qu'il faille faire appel à la France, parce que pour changer la Constitution, M. Sassou a eu besoin de François Hollande. Mais aujourd'hui, pour qu'il nous laisse respirer, peut-être qu'on peut encore avoir besoin de la France. Il faut que la France lui demande de lâcher le Congo, de laisser respirer le pays. Parce que ça fait 50 ans qu'il est là, il a tout détruit. Mais Charles-Alexandre Nsonga, quand vous parlez de la France, généralement, il y a une question récurrente où les gens disent, bah, écoutez, qu'est-ce que la France a à faire là dans vos affaires intérieures du Congo? La France, jusqu'à preuve de contraire, reste le parrain du Congo. C'est la France qui a ramené Monsieur Sassou au pouvoir. Vous pensez que la France a une part de responsabilité dans ce qui se passe au Congo parce que c'est la France qui a ramené Denis Sassou Nguesso. 100% une part de responsabilité dans ce qui se passe au Congo. Il a voulu faire, Monsieur le président Macron a voulu faire partir les bongos. Il les a fait partir. Mais qu'est-ce qui l'empêche de nous chasser, M. Sassou? La France a une part de responsabilité en Afrique. Ils sont en train de perdre des points. Aujourd'hui, on parle du sentiment anti-français qui se répand en Afrique. Mais pour éviter, pour ne pas perdre le Congo, la France devrait tout faire pour écarter M. Sassou et garder peut-être encore le Congo dans son giron. C'est pour ça que je souhaite que la France mette un cadre pour cette transition. Comment est-ce que nous pourrons avoir le pouvoir de mettre hors d'état de nuire M. Sassou? Comment? Et dans le comment, évidemment, c'est ce que nous sommes en train de regarder, hein, d'analyser. La première proposition faite par, peut-être une des propositions, pas la première, parce qu'il y a eu évidemment d'autres opposants aussi qui ont déjà fait des propositions de solutions, mais si, bah, il s'agit bien sûr de Mathias Nzon qui pense qu'il faut un dialogue et une transition apaisée, bon, disons non
conflictuelle. Et évidemment, par rapport à cette proposition, j'ai lu une tribune de Jean-Claude Berry qui s'interrogeait d'ailleurs, mais quel dialogue veut-on finalement ou peut-on espérer avoir avec des politiques qui, en majorité, vous l'avez rappelé tout à l'heure, sont des fils à papa, des maîtresses à Sassou et moyennant, bien sûr, récompense ou ceux qui proposent ce dialogue et comme disait quelqu'un, est-ce que c'est un peu la catégorie, le dialogue avec Sassou, je suis bien précis là-dessus, parce que vous avez dit tout à l'heure que les propositions, par exemple, de Mathias Nzo sont des bonnes propositions, mais sauf qu'elles ne sont pas applicables sous Denis Sassou Nguesso, peut-être après. Absolument pas. Alors, donc, ceux qui en appellent à ce dialogue, est-ce que c'est toujours cette catégorie, comme a dit d'ailleurs Jean-Claude Berry, c'est traître de la République parce qu'il dit il y en a même beaucoup qui commencent à faire déjà des valises pour aller à Brazzaville, probablement pour aller se positionner pour des postes ou pour... Sûrement. Sûrement. Le dialogue peut se tenir, comme j'ai dit, mais loin de M. Sassou Nguesso. J'ai entendu un de vos intervenants dire on peut négocier avec l'élite politico-militaire du pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils appellent négocier avec le pouvoir? Alors que nous avons une phrase qui a été prononcée par le général Nyangamwala, c'est cette phrase qui fait souffrir les Congolais aujourd'hui. Le général Dabira m'a dit ceci. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Et le président de la République est en train de s'occuper que de ses parents, ses enfants. D'une part. D'autre part, l'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Mboshi? Tout est concentré. Le Congo fonctionne autour de cette phrase, l'avenir de Mboshi. Qu'est-ce que les Mboshi vont devenir quand ils ne seront plus au pouvoir? Il n'y a pas de guerre. Ils ne seront jamais menacés. Ceux qui seront poursuivis, comme je le pense, c'est ceux qui ont participé à la destruction économique du pays. Ils devront rendre des comptes. Mais les Mboshi qui n'ont pas détruit le pays, qui n'ont pas volé, il faudra les rassurer. Déjà, avant d'être Mboshi, il est d'abord congolais. Ils sont congolais à part entière. On n'a même pas besoin de les rassurer, ils seront chez eux, mais sauf qu'ils acceptent que le pays redémarre. Parce qu'aujourd'hui, le pays ne peut plus fonctionner, il va disparaître. C'est une guerre. Charles-Alexandre Sangra, vous êtes en train de dire pour vous, c'est la loi qui doit primer. C'est-à-dire ceux qui ont mis la main dans les caisses de l'État, et qu'ils soient de la partie septentrionale ou méridionale ou je ne sais pas, du sud, tous ceux qui ont mis la main dans les caisses de l'État devront répondre devant la justice. Ceux qui ont commis des crimes également, des crimes contre l'humanité, parce que ça nous le savons, qu'il y a eu beaucoup de crimes au Congo-Brazzaville, il y a eu le génocide dans le Poul, nous en avons parlé, mais de manière un peu survolée au début de cette émission. Il y a eu cette affaire des disparus du Beach, des jeunes gens qui ont été massacrés, des jeunes gens civils en plus, qui ont été massacrés au Beach de Brazzaville. Il y a eu, il faut rappeler aussi le génocide des Konongo, des Congono, on appelle ça. Alors, il y a eu tous ces massacres. Et donc, vous vous dites, au-delà de tout, la justice doit primer. Ceux qui ont commis des crimes doivent répondre devant la justice. Et donc, vous n'êtes pas de ceux qui pensent que si jamais certains dignitaires du pouvoir actuel pouvaient collaborer, c'est-à-dire, parce que ça aussi j'ai entendu, des gens dire, ben, s'ils acceptent rendre un peu de ce qu'ils ont volé, on peut les pardonner. C'est là où je voulais en venir.
Pour l'instant, ne parlons pas de crimes de sang. Parler de crimes de sang, c'est éveiller ou réveiller un sentiment de vengeance. Si on veut vraiment construire le pays, essayons de mettre de côté les crimes de sang. Nous savons que M. Sassou a tué en pleine élection présidentielle, il a fait assassiner Kolela. Et aucun monsieur Dupoul n'a levé le petit doigt. Parlons actuellement. Ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est la crise économique. On a vu l'Angola qui a fait venir, qui a rapatrié une bonne partie des milliards qui avaient été 100 volés. milliards, oui. Et voilà. Le Gabon est en train de récupérer une bonne partie de ce qui a été volé. Le Sénégal est en train de faire la même chose. Qu'est-ce qui nous empêche de demander à M. Sassou, qui devrait demander, il doit demander à sa famille, ses enfants, ses neveux et tous ceux qui l'entourent, de ramener un petit peu d'argent pour donner un bon petit souffle à l'économie du pays. C'est l'argent du pays. Les 4 000 milliards, 14 000 milliards qui s'occupent aujourd'hui, qui ont été investis dans l'économie chinoise et gardés sûrement pour la génération future chinoise. Il faut bien qu'on nous donne au moins la moitié. Et pendant que vous parlez de ces 14 000 milliards, il y a également aussi 9 000 milliards planqués dans les banques chinoises. Et dernièrement, nous apprenions par d'ailleurs l'ancien ministre des Finances, Mathias Nzon, on peut croire tout de même à sa déclaration, à sa parole, c'est qu'il disait qu'il y a même des enfants, des dignitaires, qui ont planqué 1 000 milliards en Suisse. Voilà, et la Suisse a confisqué finalement cet argent. Alors tout ça, c'est de l'argent qu'on peut rapatrier, vous êtes en train de dire, pour décanter la situation actuelle. Mais la question reste récurrente. Charles-Alexandre Sanga, tout à l'heure, je vous ai posé la question, est-ce que c'est une crise, vraiment une crise financière, comme on peut la comprendre, ou c'est une stratégie, comme vous l'avez développée au début, de Denis Sassou Nguesso d'assécher d'abord les caisses, après commencer à créer des événements tragiques, tout ça pour en fait jouer sur le mental des Congolais, le mental des opposants, afin de les attirer vers un dialogue. Christian Perrin, ça ne peut pas être une crise économique. Parce que le Congo est un pays hyper riche. Si les hommes politiques ou les dirigeants congolais avaient la volonté de développer le Congo aujourd'hui serait plus que Dubaï, peut-être même au niveau du Maroc. Ce n'est pas une crise économique naturelle, c'est une crise volontairement créée par le système de M. Sassou. Alors, pourquoi? Je dis bien pour soumettre tout le monde, et les populations, et les opposants. Mais quand tu parles de l'entourage de M. Sassou, s'il y avait quelque chose à insérer, une loi à insérer dans la Constitution, je pense à quelque chose, si c'est possible, ne plus voir un parent d'un président de la République autour de la présidence. Le président, le prochain président du Congo n'a pas à recruter sa famille tout autour de lui. Les valises peuvent être transportées par d'autres personnes et non ses enfants. C'est honteux de voir, par exemple, en Chine ou dans des autres voyages qu'il est en train d'effectuer un peu partout, de voir Kiki à côté de son père, Claudia à côté de son père. Alors, et le petit-fils, ça devient, le petit-fils aussi. devient une monarchie. C'est ce que je vois au Maroc. Le roi du Maroc qui se promène avec son enfant de 20 ans toujours. Il lui apprend à diriger bientôt. Mais c'est le Maroc, ce n'est pas le Congo. Le Congo n'est pas un royaume. Le Congo est une république.
Alors, mais Charles Alexandre Nsonga, face à cette crise, puisque, bon, vous avez dit, hein, c'est des bonnes propositions qu'a faites, comment on appelle ça, Mathias Nzon, mais pas applicables sous Denis Sassou Nguesso. Quelle proposition donc faire pour sortir de cette crise? C'est vrai, vous avez dit c'est une crise créée, mais comment sortir de cette crise? Parce que finalement, pour Denis Sassou Nguesso, enfin, c'est un appât, hein, qu'il vient de tendre comme d'habitude. Il a créé la situation qu'il a créée aujourd'hui, vous l'avez démontré. Après, il va probablement passer à une autre étape. Et tout ça, ça fera que les gens soient contraints finalement d'aller s'asseoir sur la même table que lui. Vous, vous proposez quoi concrètement pour contourner évidemment cette stratégie de Bien. Sassou Nguesso? Ce que moi et mon équipe, ce que nous avons à proposer, c'est d'abord le retrait immédiat de M. Sassou pour nous permettre d'être autour d'une table avec le reste de la tribu d'Oyo. Parce que tout le monde n'est pas écarté. On ne peut pas écarter tous les Mboshi, dire que les Mboshi ont fait ceci. Il y a des infirmières à l'hôpital d'Oyo qui sont Mboshi, qui ne sont pas payées depuis 10 mois. Alors, la solution pour moi, c'est laquelle? C'est demander d'abord à M. Sassou, il en est conscient, il sait que le pays ne s'en sort plus, qu'il se mette un peu à l'écart pour qu'on essaie, il y a des équipes, il y a des gens, on sort au combi de prison, on sort le général de prison, on se met tous autour d'une table et puis on trouvera des solutions. C'est pas moi, en tant que Charles Alexandre, qui te proposerait des solutions pour redresser le Congo aujourd'hui. Tout seul, je ne peux pas le faire. Oui, Ça, oui, c'est mais Charles une. Alexandre Sanga, évidemment, moi je reviens sur cette question parce que vous dites que Sassou lui-même est conscient qu'il y a une crise, le pays s'est arrêté, mais tout à l'heure on a démontré que finalement on n'a toujours pas la même perception de la crise entre bien sûr la population congolaise qui trime aujourd'hui, qui galère, s'il faut, permettez-moi le terme, qui est dans une misère absolue, tout le monde le sait, c'est quand même plus de 70% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Avoir un repas au Congo est devenu une gymnastique, tout le monde le sait, le pouvoir d'achat a galopé, il y a l'inflation, 4%, ça tout le monde le sait. Et donc, ça devient très difficile pour les Congolais. Mais dans le même temps, pour Sassou Nguesso, apparemment, il n'y a pas de crise. Et nous l'avons dit parce que lorsqu'on essaie de scruter la loi des finances 2025, qu'est-ce qu'on constate? C'est que, au lieu de procéder par la réduction du train de vie de l'État, comme tout le monde est en train de le souhaiter, parce qu'on nous dit soi-disant qu'il y a crise, entre guillemets, mais le constat, c'est que on a plutôt augmenté les dépenses de certains ministères comme la primature qui est passée de 10 milliards à 25 milliards. Vous avez la défense qui a été, il y a la défense, les plans, vous avez aussi la communication de Thierry Mungala, vous avez le ministère de l'Intérieur. Voilà là où ils ont augmenté les dépenses. Vous voyez bien que ce cadre est fait pour préparer les élections présidentielles de 2026. Comme quoi, les Congolais, la crise n'est pas perçue de la même manière entre les Congolais et les dignitaires du pouvoir de Brazzaville. Pour eux, il n'y a pas de crise. Voilà pourquoi Christian je disais Perrin, comment faire pour contourner la stratégie de Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'il faut le déposer? S'il faut le déposer, comment? Christian Perrin, M. Sassou joue à la politique de l'autruche. Il sait bien qu'il y a la crise, mais il fait semblant de ne rien voir. Il ferme les yeux. Je ne sais pas s'il se mire tous les matins, mais il ferme les yeux. Il est en train de préparer 2026. Parce que comment augmenter le budget de la primature alors que la primature n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'argent? Le budget de l'armée, le Congo n'est pas en situation de guerre. Pourtant, Alors,
Le budget de Thierry Mungala, est-ce qu'il en a besoin pour prendre le micro? C'est pas possible. Mais là-bas, parce que ça sera la propagande de, voilà, pour préparer les Je suis élections. entièrement d'accord avec toi. Mais sauf que ces gens-là, et encore ce qui va manquer, vous pouvez poser la question à tous les grands comptables de tous ces ministères. Ils ne vous diront jamais combien ils décaissent à la fin de chaque année. Ils vous feront jamais le bilan des décaissements. Oui, mais pendant que vous dites ça, Charles-Alexandre Sanga, nous avons eu sur ce même plateau un invité qui nous a dit, finalement, une fois que le budget est établi, chaque militaire sait combien lui revient l'année, qu'est-ce qu'ils font. Eh bien, ils vont chercher tout l'argent de l'année pour l'amener chez eux, ben, voilà, à leur domicile, et c'est à partir de là qu'ils gèrent le budget. Ben, c'est pour ça, Christian Perrin, qu'il faille mettre en place ce qu'on appelle le programme au résultat. Douya, par exemple, qui s'occupe des grands travaux, en 2024, il a eu un budget de 122 milliards. Bon, qu'est-ce qu'il a réalisé en 2024? Que dalle, rien du tout. Le programme au résultat, c'est quoi? On t'a accordé un budget de 122 milliards. Tous les 3 mois, tu dois montrer à l'État ou à une commission parlementaire de ce que tu fais avec l'argent du contribuable congolais. Mais est-ce que Charles-Alexandre Nsanga, c'est là la question. Est-ce que vous pensez que cette gestion, cette forme de gestion, cette discipline budgétaire, s'il faut l'appeler comme ça, comme disait d'ailleurs André Milongo, est-ce que cette discipline budgétaire est applicable sous le régime Denis Sassou Nguesso? Parce que c'est là le problème. Mais c'est impossible. Ça, il faut le faire avec d'autres personnes, pas avec Sassou. Oui, mais comment? Voilà que moi je reviens sur ma question. Comment le déposer? Le problème se pose. Comment le déposer? Il faut nécessairement. Tu sais, ce qui me déçoit un peu, c'est comment est-ce qu'on appelle, les syndicalistes qui parlent de grève un peu partout. Oui, nous allons gréver, oui, nous allons le bruit des casseroles, mais quand il faut vraiment gréver, il suffit qu'on les appelle à la primature, on leur donne des petites enveloppes, ils arrivent chez eux, bon, ben écoutez, on va reprendre le travail tel jour. Mais les syndicalistes de base, les salariés, les manœuvres, les ouvriers, ils sont surpris d'apprendre que les grands patrons du syndicat ont changé de décision. Mais ils ne disent pas qu'on leur a donné des enveloppes. Et d'ailleurs, pardon, pendant que vous le dites, je ne sais pas si vous avez suivi le reportage sur la grève des cheminots. Et ce que vous venez d'expliquer là, c'est même l'illustration de ce qu'on a vécu chez les cheminots, qui sont soi-disant les responsables syndicaux, bien sûr, qui ont rencontré donc la direction du chemin de fer Congo-Océan. Au sortir de là, ils ont voulu passer un communiqué comme pour demander aux cheminots de reprendre le boulot. Et curieusement, un qui était parmi eux a pris un mégaphone et a dit à ses amis, n'acceptez pas ça parce que tout ce que nous sommes allés négocier là-bas, rien n'a marché. Ça prouve à suffisance qu'il y a un problème avec les responsables syndicaux. Suivez ce reportage et on revient sur le plateau. Pour préserver le climat social en cette période difficile que traverse le chemin de fer Congo-Océan, la direction générale de cette entreprise a pris en compte un certain nombre de revendications des partenaires sociaux élargies aux représentants des travailleurs à la base et celles contenues dans le cahier de charges. Tout ce qui nous reste de la vente des parcelles à la SNPC et à la CNSS, c'est de l'argent qui était provisionné pour faire face à la réhabilitation de la grande gare de Pointe-Noire. Et malheureusement, sous la pression des travailleurs, le directeur général a résolu de mettre la main sur cette provision
pour faire face au paiement des salaires exigés par les travailleurs. Satisfait des conclusions de ces négociations, l'intersyndicale a malheureusement été prise en étau le mercredi 30 octobre au moment de la restitution des conclusions des différentes rencontres avec la tutelle. La situation s'est produite dans les entrepôts de l'entreprise au kilomètre 4. L'Inter était en train de se rendre compte aux travailleurs, presque à la fin, c'est un collègue qui était avec nous aux négociations. Il vient, il prend le haut-parleur, le micro et dit: les amis, notre cahier de charge, tout ce qui a été dit là, échec à 100%. Alors c'est là où tout est parti. Et nous avons été surpris qu'à l'instant, c'est un collègue travailleur qui sort avec un papier pour dire avis de grève, on doit aller en grève, signe. Mais c'est pas possible ça. Voilà, alors Charles-Alexandre Sanga, nous sommes peut-être vers la fin, mais bon, oui, évidemment, je vais vous donner donc la parole tout à l'heure. Et nous savons que s'il y a eu conférence nationale au Congo-Brazzaville, on la doit aussi à des syndicalistes. Parce qu'ils étaient forts, ils étaient soudés. Et la curiosité, c'est qu'on peut retrouver, et c'est le cas de ce qui se passe, par exemple, au ministère de l'Enseignement, c'est ce que nous avons appris. Le seul ministère de l'Enseignement gère plus de 80 syndicats. Incroyable, non? Bon. Tout ça c'est fait pour manipuler, pour voilà, boycotter. Absolument. Christian Perrin, si les syndicats se mettaient dans la rue, les syndicats de partout du Congo, s'ils se mettaient dans la rue, la population les suivra. Pour déposer Sassou, il faut un soulèvement populaire. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une injonction de la France ou de... Sassou s'est têtu juste après sa réunion du BRICS. Vous avez vu, hein, Macron lui a envoyé un Français. Oui, Monsieur l'Afrique de l'Élysée. Exactement. Vous savez ce qui lui a été dit? On te donne un peu de milliards, mets-toi de côté parce que il faut que le problème du Congo soit réglé. La France n'a pas envie de perdre le Congo parce qu'ils sont déjà en train de perdre le Sénégal. S'ils perdent le Sénégal, ils vont perdre la Côte d'Ivoire. Et dans le même Monsieur sens, Sassou n'a pas voulu Charles. entendre raison. Oui, Charles-Alexandre Sanga, pendant que vous dites ça, évidemment, il y a quand même des mouvements qui interrogent parce que juste après donc son retour des BRICS, vous l'avez signifié tout à l'heure, il y a le monsieur Afrique de l'Élysée qui s'est rendu à Brazzaville et dans le même temps, on apprend également l'accostage à Pointe-Noire des bâtiments militaires français, des porte-hélicoptères. Et ça commençait à interroger qu'est-ce qui se prépare. Mais bref, jusque-là, nous menons encore des investigations pour bien comprendre la situation et nous y reviendrons. Alors, Charles-Alexandre Sanga, mais puisqu'on n'a plus des Bokamba Ngouma au Congo-Brazzaville, comment on fait? Il faut les réveiller. Il nous faut des gens comme les Bokamba et Ngouma qui pouvaient dire non à Sassou. Et pourtant, à l'époque de Bokamba et Ngouma, Sassou avait des armes. Mais Bokamba et Ngouma a tenu mordicus à tenir à ce que la conférence nationale se tienne. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des interventions. Et après, il y a eu les trois messieurs qui voulaient régler leur compte, monsieur Sassou Kolela et Lissouba. Ils ont réglé leur compte. Mais ils sont partis. Mais aujourd'hui, monsieur Sassou a des comptes à rendre aux Congolais. Il ne peut plus, il n'a plus aucune marge de manœuvre. Il faut qu'il lâche le Congo. Pour cela, nous demandons aux syndicats du Congo, tous les syndicats qui tiennent, tous, qu'ils se mettent dans la rue. Il n'y a pas à faire du bruit.
devant leur petit micro que des menaces de grève. On en a marre des menaces. Qu'ils grèvent vraiment et que la population suive en même temps pour faire partir Monsieur Sassou. On en a marre. Alors, les Congolais en ont marre. Denis Sassou Nguesso devrait comprendre qu'il faut laisser une seconde chance au Congo-Brazzaville de renaître. C'est la bonne des choses et on l'a dit tout à l'heure, avec tout l'argent qu'engrange le Congo-Brazzaville pour son pétrole, son bois, ses minerais, son gaz, puisque le Congo désormais aussi vend du gaz liquéfié, le Congo pouvait être un petit Qatar. C'est la moindre des choses. Tout le monde le sait. Alors, qu'est-ce qui fait que finalement, ce pouvoir revenu par les armes depuis 1997, que les Congolais se retrouvent dans une situation, mais franchement, qui frise la méchanceté, j'allais dire un crime. Alexandre, Charles-Alexandre Nsanga, nous sommes donc à la fin de cette émission, probablement que vous avez une dernière préoccupation qui pourrait compter pour le mot de la fin. Je vous laisse donc quelques secondes pour conclure. Le mot de la fin, c'est une proposition. Je vous en prie. Une proposition. Moi, j'aurais souhaité que pour celui qui prendra les règnes du pays, du Congo, qu'il mette en place une commission parlementaire ou une commission sénatoriale qui devrait veiller à, à chaque nomination une enquête de moralité de ceux qui seront nommés aux postes importants du pays. Vous êtes en train de penser, vous êtes en train de penser, Charles-Alexandre Nsanga, ce qui s'est passé au Kenya finalement, où vous proposez finalement un conseil, par exemple, qui peut être constitué, bien sûr, pourquoi pas, des représentants de chaque département, un conseil qui veillerait sur la République, la bonne gestion, la gestion républicaine du Congo-Brazzaville, de sorte que si quelqu'un s'éloigne de ses missions, ce conseil le ramène à la raison ou le destitue, c'est ça. La probité morale. La probité morale doit être l'élément essentiel de la prochaine gouvernance. La probité morale. Il ne faudrait pas qu'on prenne n'importe qui, quelqu'un qui n'a fait que voler dans sa vie, dans sa jeunesse, et qu'on le mette à un poste important, et lui aussi, il va en profiter. Ceux qui sont passés, ils ont pris, on leur a rien fait, et moi aussi, je vais en profiter pour me servir. Attention, nombreux sont en train de projeter aller occuper des postes rien que pour voler. Alors, mon dernier mot, c'est quoi? C'est demander à la population congolaise. Je l'ai déjà dit. Ce qui se passe aujourd'hui est une guerre qui ne dit pas son nom. C'est une guerre. La guerre, c'est pas seulement le bruit des canons, mais la souffrance qu'ils endurent aujourd'hui. Il faut que les populations, avec le soutien des syndicalistes, sortent dans les rues pour demander la démission, pour imposer la démission de M. Sassou. 50 ans, un demi-siècle, c'est bon. M. Sassou n'a plus rien à proposer aujourd'hui. Il n'a plus rien à proposer. Qu'il nous laisse le pays et on trouvera des gens, qu'il signe une loi d'amnistie pour sortir d'abord les prisonniers politiques. Ensuite, on pourra se retrouver autour d'une table et penser à une transition sans M. Sassou.
Une transition sans Monsieur Sassou et vous avez dit aussi la création d'un conseil de surveillance, pourquoi pas, qui pourrait être constitué des représentants de chaque département pour veiller à la gestion républicaine du Congo. Et évidemment, ça me fait penser à la phrase de Laurent Gbagbo, si vous trouvez ou vous voyez un politique qui devient riche en faisant la politique, c'est que c'est un voleur. Voilà. Et donc, il faut arrêter ces voleurs qui ont plongé le Congo dans la misère. En tout cas, merci Charles-Alexandre Nsanga d'avoir été avec nous. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir. Ben, c'est moi qui te remercie. Je vous en Merci, prie. Christian Ferrat. Je vous en Merci prie. beaucoup. Mesdames, À la Messieurs, prochaine. c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo et partagez massivement. Bien, dites-nous aussi en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Cela nous fera énormément plaisir. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.